écoute Jean-Claude pour son émission sur France Inter sur les épaules de Darwin, c'est bien ça, parce que il se trouve que Jean-Claude Amezen est biologiste, immunologiste, très grand connaisseur de la théorie de l'évolution et de Darwin qu'il admire. Il a écrit, vous savez, ce livre qui s'appelle La sculpture du vivant. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Et évidemment, après cette réflexion globale sur la création et la nécessité d'un comité consultatif national d'éthique, Jean-Claude Amezen va aussi nous expliquer pourquoi il y a besoin d'autres comités d'éthique. Hein, tu es président. Oh, excusez-moi, j'ai lâché, je le tutoie de temps en temps. Est aussi président du comité d'éthique de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc, il connaît aussi à la source ce qui se passe chez les médecins et les biologistes. D'ailleurs, c'est une question, peut-être qu'on en reparlera dans la discussion, parce que vous aurez le temps de poser des questions après son intervention. Parfois, je me demande comment on résout à l'intérieur de soi-même le fait d'être d'une part scientifique et de l'autre côté connaisseur d'éthique. Alors Jean-Claude, à qui je vais laisser la place, va parler de certains des domaines qu'il travaille plus particulièrement ces dernières années. Il a collaboré avec un peintre, un travail avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il s'intéresse évidemment aux questions du handicap, mais plus largement, je crois que sa réflexion à la fin de la conférence, qui durera environ 3/4 d'heure, 1 heure, s'élargira, car l'éthique, et ça a été dit d'ailleurs dans le film, c'est pas un isolat, c'est pas une tentation pour un petit groupe, c'est évidemment beaucoup plus large, et cela dépasse maintenant notre pays, ce sont tous les pays qui sont impliqués, c'est la société planétaire qui est impliquée. Donc Jean-Claude, à vous. Merci beaucoup pour cette invitation et pour ce film introductif et extrêmement intéressant. Quelques mots peut-être sur la réflexion éthique, ça a été abordé dans le film. Est-ce que l'éthique promulgue des lois? Est-ce que la réflexion éthique promulgue des bonnes pratiques? Je crois que pour moi, il y a des tas de visions différentes de ce qu'est ou de ce que devrait être ou de ce que pourrait être une réflexion éthique. Pour moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait entre la démarche éthique, la démarche de réflexion éthique dans tous les domaines, au-delà du domaine biomédical, et les lois, les bonnes pratiques, les solutions qu'on apporte à un moment donné à des problèmes ou à des discordances entre des valeurs et des situations pratiques, ou des discordances entre des valeurs qui peuvent apparaître contradictoires dans une situation, il y avait le même rapport entre l'éthique et la pratique qu'il y a entre la recherche et le savoir. Et comme on parle de science, comme vous le savez, la recherche est une démarche qui est à la fois une démarche de respect et une démarche de transgression. La recherche fait preuve d'un très grand respect pour l'ensemble, la somme des connaissances accumulées depuis que l'humanité pratique de la science, ou plutôt des sciences. Et en même temps, c'est une démarche transgressive, parce qu'elle considère que le meilleur moyen de comprendre l'univers, de nous comprendre, de comprendre ce qu'on appelle la réalité, c'est de remettre en question ces connaissances à la recherche de connaissances nouvelles. Et je crois qu'il y a dans la démarche éthique une démarche du même ordre. Il y a un grand respect pour l'ensemble des solutions qui ont été trouvées à un moment donné aux problèmes qui se sont posés dans un domaine, et il y a en même temps la conviction profonde que le meilleur moyen de trouver une bonne solution, c'est de remettre en questionnement ces solutions-là à la recherche de solutions nouvelles. Et comme dans la recherche, quand vous partez de ce qui est connu à la recherche de l'inconnu, dont on espère qu'il sera plus intéressant que ce qui a été connu jusqu'à maintenant, eh bien, vous traversez, vous faites un chemin à travers ce que vous ne connaissez pas. Et c'est l'importance de ce chemin, comme vous le savez sans doute en recherche scientifique, dans toutes les sciences, qui en général préfigure l'intérêt qu'auront les connaissances nouvelles. Et donc je crois que dans la démarche éthique, c'est l'importance du chemin qui est fait à travers ce qu'on ne connaît pas, qui préfigure ce qui éventuellement sera le plus intéressant, parce que ça veut dire si c'est vraiment nouveau, ça sera une solution originale
à laquelle on n'avait pas d'emblée pensé, à un problème qui touche non pas simplement la connaissance, mais cette fois les pratiques. Un deuxième mot, parce que le film a commencé, et c'est vrai, la démarche éthique biomédicale moderne n'est pas née, comme on le pense souvent, pour améliorer les relations entre la médecine et les personnes qui sont soignées, entre la recherche, les personnes qui participent à la recherche et la société. Elle est née brutalement en 1947 d'une révolte, d'une sidération et d'une perte d'innocence. C'est-à-dire, en fait, la démarche éthique biomédicale moderne, au procès de Nuremberg, au jugement des médecins nazis de Nuremberg, c'est de dire il ne faut pas que la médecine ou la recherche biomédicale puisse non pas soulager la souffrance qui est sa vocation, mais provoquer la souffrance, provoquer la destruction, provoquer la négation de ce qu'il y a de plus humain. Donc il y a dans ce qui a fait naître cette démarche, et je crois que j'y reviendrai, un grand nombre de nombreuses révolutions dans le domaine de la bioéthique ont été, avant d'être des volontés d'améliorer quelque chose, ont été des révoltes contre ce qu'on a considéré comme un scandale d'un point de vue humain ou d'un point de vue moral. Quand on dit, et c'est vrai, la science pose toute une série de problèmes parce qu'elle développe, alors non seulement des connaissances, vous savez que Bacon, il y a longtemps en Angleterre, disait que la connaissance c'est du pouvoir, terme que Darwin avait repris en 10 ans d'ailleurs, ce qui veut dire que ces préoccupations ne sont pas très nouvelles, elles sont nouvelles dans leur ancrage dans la société, mais pas dans le fait de les penser. Darwin écrivait dans les années 1870 que, reprenant la parole de Bacon, la connaissance c'est du pouvoir. Aujourd'hui, disait-il, 1870, c'est il y a longtemps, aujourd'hui l'homme a acquis un tel pouvoir de manipulation par rapport au monde réel et au monde vivant qu'il est probable que dans un futur proche, 1870, il risque de faire disparaître l'ensemble des êtres vivants qui peuplent cette planète, à l'exception des animaux qu'il aura gardés dans des eaux et des plantes qu'il aura gardées dans des jardins et dans des fermes. Donc si vous voulez, cette idée, c'est la révolution industrielle du milieu du 19e siècle en Angleterre, qui nous paraît pour l'instant, avec rétrospectivement, quelque chose d'assez modeste en termes de révolution technologique. Elle préfigure pour lui le risque, l'éventualité de ce qu'on appellerait aujourd'hui des désastres écologiques. Donc vous voyez que cette grande prise de conscience des problèmes écologiques est quelque chose qui a été formulé il y a longtemps. Donc oui, la technique peut conduire au meilleur, comme elle peut conduire au pire. Mais je crois que souvent, à cause du développement, et en particulier depuis le milieu du XXe siècle, de toute une série de techniques nouvelles en biologie, qui touchent à la fécondation, qui touchent à la procréation, qui touchent à la thérapie, qui touchent à la génétique, qui touchent même à l'analyse des données, qui touchent à de nouvelles définitions ou à de nouvelles visions de la mort, qui changent à la fois techniquement, mais profondément, je crois, culturellement, notre rapport avec des faits qui nous paraissaient, au fond, être intrinsèques à la nature humaine parce que nous n'y pouvions rien. Et donc c'était des formes de fatalité qui faisaient partie de notre nature. Le fait que des femmes meurent en donnant naissance, et le fait que la moitié des enfants meurent en bas âge, avant l'âge de 5 ans, était considéré comme inévitable. Et puis à partir du moment où il y a eu la prévention de la mort en couche et la prévention de la mortalité infantile, au début par les vaccins, eh bien ça veut dire que donner la vie et naître ne voulait pas dire être exposé à un risque majeur de mort. La contraception qui a dissocié la sexualité de la reproduction a été quelque chose qui, là encore, semblait nous faire échapper à quelque chose qui est de l'ordre d'un déterminisme inévitable lié à notre nature biologique. La fécondation qu'on appelait à l'époque fécondation artificielle, qu'on appelle aujourd'hui fécondation in vitro, a sans doute été une révolution culturelle encore plus grande, dans la mesure où elle dissociait cette fois la procréation de la sexualité. Et elle dissociait l'embryon, le futur enfant de la mère. Et elle dissociait le lieu où l'embryon apparaissait. Vous savez qu'on considère que le moment où un enfant apparaît, c'est l'accouchement. Eh bien, un embryon in vitro est isolé de sa mère avant même d'avoir été implanté dans son utérus. Et donc, c'est des profonds changements dans nos représentations. La douleur.
La douleur qui était considérée comme quelque chose, comme une fatalité inévitable à partir du milieu du XIXe siècle et de manière beaucoup plus importante, va devenir quelque chose qui est maîtrisable, qui est évitable. Et donc je crois que, avant même de s'interroger sur les conséquences de l'utilisation de nouvelles approches techniques d'un point de vue éthique, il faut réaliser la transformation du regard que ça nous fait porter sur le monde et sur nous-mêmes. La deuxième remarque, c'est que lorsqu'on parle de technique, lorsqu'on parle, disons, des avancées de la biologie, on pense souvent, parce que c'est notre siècle, aux avancées techniques. Changement culturel, changement de représentation, et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va être pour le meilleur ou est-ce que ça va être avec des inconvénients majeurs? Je crois qu'on méconnaît que les questions éthiques majeures, et en particulier la révolution d'éthique biomédicale moderne en 1947, sont pas venues de réflexion ou de révolte devant l'utilisation d'inventions nouvelles de techniques en biologie. Elles sont venues d'une réflexion et d'une révolte sur des changements de représentation auxquels les grandes révolutions, certaines des grandes révolutions biologiques ont conduit, et des conséquences que ça a eu en termes de conduite humaine et de valeurs. C'était rappelé dans le film, la réflexion éthique moderne en physique est née avec l'invention et l'utilisation d'un outil technologique, la bombe atomique. L'éthique biomédicale moderne est née au procès des médecins nazis de Nuremberg, non pas en raison de l'invention et de l'utilisation d'une nouvelle technique biologique, mais en raison d'un dévoiement d'une révolution biologique qui avait lieu au milieu du XIXe siècle et qui était la théorie de l'évolution du vivant, et qui avait conduit, indépendamment de toute invention technique, dans des démocraties comme les États-Unis et certains pays de l'Europe du Nord, à la stérilisation forcée de dizaines de milliers de personnes, en raison d'une interprétation scientifiquement délirante et moralement désastreuse de certaines implications de la théorie de l'évolution. Et il s'agissait de préserver un pays, un lieu, de la naissance de personnes qui compromettraient la collectivité. Donc c'est une vision de l'humain. Galton, l'inventeur de l'eugénisme, disait que l'eugénisme consiste à s'occuper des êtres humains comme un éleveur s'occupe de son troupeau. Donc il y a quelque chose qui change profondément la vision. Ce n'est pas une technique nouvelle, c'est une autre vision. Et c'est une idée, une impression qu'une révolution scientifique légitime certaines conduites. Qu'est-ce qui s'est passé après, quand dans une dictature qui était l'Allemagne nazie, cette même approche eugéniste a été adoptée? C'est plus des dizaines de milliers de personnes qui ont été stérilisées, c'est des centaines de milliers de personnes. Et puis, puisque c'est un pas qui n'a rien à voir avec l'invention de techniques nouvelles, l'Allemagne nazie a décidé que plutôt que d'empêcher des gens d'avoir des enfants, ou plutôt en plus d'empêcher les gens d'avoir des enfants, eh bien, on pouvait aussi les tuer. Et ça a été les programmes d'extermination des personnes handicapées mentales. Et puis, là encore, à partir de certaines interprétations de révolution biologique très empreintes d'un racisme dans son discours et dans sa vision à partir du XIXe siècle, milieu du XIXe siècle, eh bien, elle a appliqué aussi son programme d'élimination sur des critères raciaux. Et donc, vous voyez que l'éthique biomédicale moderne est née non pas parce que la biologie a inventé une technique qui d'un seul coup posait des problèmes comme la thérapie génique, le clonage ou la fécondation in vitro, mais parce qu'une certaine vision biologique ancrée dans la société et traduite en termes de politique avait amené à la négation de la vie et de la dignité d'un très grand nombre de personnes. Donc je crois que, indépendamment de ce qu'on fait avec une nouvelle technique, la question c'est, au fond, quand des sciences progressent, elles changent profondément notre regard. Quand la révolution copernicienne nous amène à considérer, pendant la Renaissance, que c'est pas le soleil qui se lève et qui se couche, mais que c'est nous qui tournons, et c'est pour ça que ça nous donne cette impression, c'est un profond changement de regard sur le monde. Penser que ça n'est pas la Terre qui est le centre de l'univers, mais que la Terre est une petite planète périphérique qui se promène autour du Soleil, c'est un profond changement de regard sur le monde. Lorsque ces sciences nous concernent, comme la biologie ou la médecine, ce changement
est encore plus fascinant, merveilleux ou perturbant. Et donc je crois que, au fur et à mesure que notre connaissance du vivant et de l'humain avance, la première question, c'est de s'interroger sur ce qui, à partir de ces connaissances, pourrait changer notre regard sur nous-mêmes ou souvent sur certains autres et amener à ce qu'on considérerait comme des conduites qui ne sont pas souhaitables ou qui sont nocives. Donc je pense que dans la réflexion éthique, souvent, la réflexion sur les applications techniques est un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a raison de s'inquiéter de ce qu'une nouvelle technique va amener, mais en général, la façon d'utiliser une technique dépend de l'idée que l'on se fait des personnes et non pas de l'idée que l'on se fait de la technique. Un dernier mot à propos de ce qu'évoquait le film. J'ai toujours été très frappé, et je crois, je l'évoquerai, j'ai toujours été très frappé que la participation de médecins et de chercheurs en biologie nazis à l'extermination ait été considérée, à juste titre, comme un scandale. Mais à partir du moment où une société considère qu'une partie de la population n'est pas humaine et est vouée à disparaître, le problème, c'est pas tellement ce que un certain nombre de scientifiques ou de médecins font, c'est que la société a décidé d'exclure de l'humanité une partie de la population. Donc je crois que là encore, c'est un peu l'arbre qui masque la forêt. Les médecins et les chercheurs auraient été d'une grande hauteur morale et se seraient retirés, ça aurait changé le regard qu'on pouvait porter sur la médecine et sur la recherche, mais ça n'aurait rien changé à la conduite de la société. Donc je crois que peut-être que ce scandale nous dit ce que nous attendons comme comportement humain, comme comportement moral, de personnes dont la vocation est de soulager la souffrance, d'aider les médecins et les chercheurs dans les sciences du vivant, qui ont comme vocation, quand c'est possible, d'aider à cette œuvre particulière. Mais d'une certaine façon, et je crois que c'est ça que montre le désastre nazi et la naissance de l'éthique biomédicale moderne, il y a peu d'activités humaines qui soient détachées, désinsérées de la société dans laquelle elles ont lieu. Il y a des personnes qui peuvent refuser certaines évolutions de la société, mais la société et la culture impriment une marque très importante sur ses membres, y compris, en l'occurrence, des médecins ou des chercheurs dans les sciences du vivant. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement choquant? Parce que la médecine est peut-être, il y en a d'autres, mais peut-être une des premières activités humaines ou une des activités humaines les plus anciennes qui est affirmée, sans le dire explicitement parce que la notion même n'existait pas, mais qui est affirmée implicitement une forme de reconnaissance des droits fondamentaux de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits fondamentaux de la personne, les droits fondamentaux humains. Pourquoi? Parce que la médecine, dès le départ, a comme vocation d'éviter qu'une personne qui souffre soit abandonnée, soit laissée seule, soit exclue, soit pas accompagnée, soit pas soulagée. Et elle le fait très longtemps avant, pendant des millénaires, d'avoir la moindre capacité concrète, le plus souvent, de soulager physiologiquement la souffrance. Donc c'est une médecine humaine, c'est un accompagnement, c'est un soulagement humain de la souffrance. Et je crois que c'est vrai, ces relations implicites entre la médecine et l'éthique. C'est vrai au point qu'un philosophe, Emmanuel Lévinas, définissait l'éthique comme un reflet de la vocation médicale de l'homme. Donc comme une image en miroir. Il disait au fond, la démarche éthique consiste à essayer de soulager la souffrance, à essayer de se préoccuper de l'autre, comme le fait la médecine, ou comme tente de le faire la médecine, depuis le début, depuis son émergence. Donc ce lien est extrêmement étroit, d'où la sensation de désastre, d'où la sensation de révolte, d'où la sensation d'une perte totale d'innocence lors du procès des médecins nazis à Nuremberg, et d'où l'émergence de l'éthique biomédicale moderne. Et comme vous le savez peut-être, ça n'a pas été, je crois, tellement dit dans le film, mais un des premiers éléments, un des premiers résultats de l'émergence du Code Nuremberg, c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle le droit au consentement libre et informé. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance qu'une personne, et ça va concerner au début la recherche biomédicale, qu'une personne qui accepte de prendre des risques pour le bien de la collectivité
dans le cadre d'une recherche à laquelle elle prête son concours, que cette personne a le droit de dire non. On va appeler ça le consentement libre et informé. Je crois que ça reflète un peu le paternalisme qui existe dans les années 40. En fait, il s'agit du droit de dire oui ou de dire non. On aurait pu dire que c'est un processus de refus libre et informé. On a fait comme si on savait que la personne allait consentir. C'est un processus qui aboutit au consentement. En fait, on dit aujourd'hui processus de choix libre et informé, c'est-à-dire que la personne, si elle est capable de réfléchir, si elle a le temps pour réfléchir, eh bien, va décider elle-même. Et d'une certaine façon, qu'est-ce que ça dit? Et c'est en ça que c'est une révolution à l'époque. Ça dit une hiérarchie entre la connaissance et le respect de la personne. La connaissance est mise au service de la personne, c'est l'information, au service de la liberté de choix de la personne. Et c'est secondairement que la personne se mettra ou pas au service d'une avancée de la science. Donc vous avez une hiérarchie, une science qui est au service de la personne et non pas une personne qui est instrumentalisée en raison du bénéfice collectif qui peut en être tiré en termes de connaissances. Apparaît très tôt, même si ça mettra longtemps à s'inscrire dans la réalité, apparaît très tôt l'idée qu'il faut une médiation et que, au fond, le libre choix donné à une personne, un peu comme un contrat, hein, on vient, on vous dit, voilà, vous pouvez faire ceci, vous avez le droit de dire oui ou non, s'il n'est pas encadré par une réflexion qui vise à éviter que la personne ne tombe dans un piège, que la personne ne soit influencée, que les termes de l'information ne soient pas le plus honnête possible, que les termes de ce contrat ne soient pas les plus honnêtes possibles. Il faut une médiation, et cette médiation prendra la forme d'instances éthiques, dont des comités d'éthique de la recherche, qu'on appelle en France des comités de protection de la personne, qui, eux, ont un pouvoir décisionnel. Ce ne sont pas des comités qui réfléchissent et élaborent une réflexion sur ce que devraient être les pratiques, ce sont des comités qui vérifient que les pratiques sont véritablement mises en œuvre dans le contexte d'une recherche biomédicale. Eh bien, comme vous le savez, c'est la loi Hurier-Serucla en 1988 qui les instituera dans notre pays, c'est-à-dire qu'il sera écoulé 40 ans entre le Code Nuremberg et la mise en place de comités de protection des personnes dans notre pays. Donc la démarche est une démarche lente. Le premier comité, ça a été rappelé dans le film, le premier comité de réflexion, le premier comité qui réfléchit aux implications éthiques de la recherche et de la médecine, sera mis en place en France en 1983. Et aujourd'hui, la plupart des pays dans le monde ont ou sont en train, avec l'aide d'organisations internationales, de mettre en place des comités d'éthique de ce type. C'est compliqué dans certains pays. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un comité d'éthique n'est légitime que s'il est indépendant. Et dans un certain nombre de pays, encore aujourd'hui, l'indépendance d'une instance est considérée comme quelque chose qui fait insulte au pouvoir d'un gouvernement de décider de tout. Et donc, il y a dans la démarche éthique actuelle, il y a quelque chose qui touche à la médecine et à la recherche biomédicale, et il y a quelque chose qui touche de manière beaucoup plus générale à l'implémentation du respect des droits fondamentaux de la personne. Et c'est pour ça que la déclaration de bioéthique de l'UNESCO il y a quelques années s'intitule « Déclaration universelle de bioéthique et des droits de l'homme », pour dire deux choses. Pour dire on ne peut pas faire des démarches médicales ou des démarches biomédicales si on ne respecte pas les droits de l'homme, d'où l'intérêt de la réflexion éthique. Est-ce que ces démarches s'inscrivent dans une conception des droits de l'homme? Mais il y a derrière une autre idée, qui est que l'amplification de la démarche éthique dans le domaine biomédical est un levier pour l'amplification du respect des droits de l'homme dans d'autres domaines. Parce que si vous dites, lorsque je vous soigne, ou lorsque vous réfléchissez à la participation à une recherche, vous devez avoir accès à l'information et vous devez être libre. Ça devient très difficile de dire, oui, mais dans les autres aspects essentiels de votre vie, vous n'avez pas accès à l'information et vous n'avez pas le droit d'être libre. Et donc, d'une certaine façon, dire, même quand on va vous soigner, ou même quand on va vous demander de participer à une recherche qui peut avoir des conséquences en termes de bienfaits humains, il est essentiel que vous ayez accès à une information impartiale et que vous soyez libre, c'est faire une déclaration en faveur concrète de l'importance cruciale qu'a dans tous les domaines le droit à l'éducation,
le droit à une information libre et le droit à exercer son libre choix. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Oui, la réflexion sur les droits de l'homme fait partie de la réflexion éthique dans le domaine biomédical, mais ce tissage extrêmement étroit dans ce domaine par rapport à d'autres de cette notion des droits de l'homme dans la réflexion éthique a aussi valeur d'exemple. Il y a des instances maintenant dans tous les pays du monde et des instances internationales. Il y a un comité d'éthique européen, il y a un comité d'éthique au niveau de l'UNESCO. Les comités d'éthique des pays européens se réunissent chaque année 2 fois par an, discutent ensemble, avec des approches, des philosophies qui peuvent être très différentes. Vous savez qu'il suffit de traverser la frontière pour que l'euthanasie soit financée par le ministère de la Santé, et de l'autre côté de la frontière, elle correspond à une peine d'emprisonnement. Le clonage in vitro est considéré comme un crime pénal dans certains pays européens, dont le nôtre. Il est financé par le ministère de la Recherche dans d'autres pays comme l'Angleterre. Et donc vous voyez que quand la réflexion éthique vient s'ouvrir à différentes instances dans différents pays, cette réflexion, comme le disait quelqu'un dans le film, n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on peut la faire, on l'a fait dans tous les pays du monde aussi. C'est plus rare, c'est 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans. Pourquoi c'est intéressant en Europe? Parce que l'Europe s'est bâtie sur le respect de principes communs, ce qui n'est pas le cas d'autres pays dans le monde. Et vous avez en Europe une Cour européenne des droits de l'homme, et vous avez une Cour européenne de justice qui veille à ce que chaque pays respecte les droits fondamentaux de ses citoyens. Et ces cours considèrent, et l'ensemble des États européens, que dans certains domaines très difficiles à définir de manière claire, eh bien, il n'y a pas pour l'instant de principe universel européen. En d'autres termes, pour la Cour européenne de justice ou pour la Cour européenne des droits de l'homme, savoir ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire en fin de vie, pour reprendre cet exemple, dans la volonté de respecter au mieux les droits de la personne, eh bien, les cours considèrent que c'est indécidable. Et donc, elles laissent à chaque pays le droit d'inventer ce que ce pays considère comme étant la meilleure solution dans ce domaine. Donc, vous voyez que déjà les divergences, je ne parle pas dans la réflexion éthique, mais dans l'inscription dans la loi de conduite qui ne font pas recours forcément à des inventions techniques extraordinaires. Quand on parle de fin de vie, quand on parle d'absence d'acharnement thérapeutique, quand on parle de soins palliatifs, quand on parle de soulagement de la souffrance, quand on évoque le suicide assisté ou l'euthanasie, tout ça ne fait appel à aucune invention technologique particulière. C'est vraiment la réflexion sur, quand une personne est en fin de vie, quelle est la meilleure façon de la respecter, de faire ce qu'on croit être le mieux. Et là, vous voyez que dans ces situations extrêmes, ce n'est pas la technique qui pose question, ce sont des questions fondamentales qui touchent à la manière dont nous voyons le respect humain. Et donc une grande partie de la réflexion éthique concerne cette réflexion, non pas sur l'utilisation de telle ou telle technique, mais sur qu'est-ce que c'est, dans certaines circonstances, dans certains contextes, qu'est-ce que ça pourrait être ou ne pas être, respecter au plus la liberté de la personne, son droit à la solidarité, son droit à être aidé, son droit à être soulagé, et son droit, choix libre et informé, à demander qu'on l'aide à faire ce qu'elle croit être le mieux pour elle. Il y a un autre point qui est important, là aussi il y a un décalage. 1948, Code Nuremberg, éthique biomédicale, un peu ce que je vous disais, 1 an plus tard, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de l'homme. La même année, c'est le changement de définition par l'Organisation mondiale de la santé de la notion de santé. La santé cesse d'être définie uniquement par une absence de maladie. Elle devient définie par un état de bien-être. C'est compliqué le bien-être. C'est comme la liberté, c'est comme l'égalité, c'est comme la fraternité. C'est là vers où on tend. Mais je crois que cette définition a quelque chose de très important. Elle dit qu'on ne peut pas définir le bien-être de l'extérieur. Vous pouvez définir la présence ou l'absence d'une maladie de l'extérieur, par une analyse, par un examen. Mais je ne peux pas définir l'état de bien-être de quelqu'un sans lui demander ce qu'il en pense. Et donc, à partir du moment où l'OMS dit que la santé, c'est aussi ce qu'en pense la personne, il va se passer une longue évolution qui traduira, et ça mettra cette fois non pas 40 ans, mais 60 ans, qui traduira dans la pratique médicale
l'ancrage du choix libre et informé. Vous savez que depuis la loi dans notre pays, mais c'est dans d'autres pays sous d'autres formes, depuis la loi du 4 mars 2002, une personne, à condition d'avoir la possibilité de réfléchir, de ne pas être influencée, d'avoir été informée et d'avoir eu le temps, qu'il n'y ait pas d'urgence, peut refuser un traitement qui pourrait lui sauver la vie. Et donc, entre le devoir d'assister une personne en danger, qui est la vocation de la médecine, et le respect du choix libre de la personne, et la définition de la santé comme un état de bien-être, c'est-à-dire je ne peux pas faire votre bien sans vous demander ce que vous en pensez, a amené en fait une nouvelle articulation, au début extrêmement troublante, parfois encore troublante pour certains médecins, entre la volonté d'aider et le respect de celui qu'on aide. Et donc cette articulation est quelque chose de très complexe. Cette articulation, et ça a été un grand mouvement dans la réflexion éthique dans le domaine biomédical, elle a concerné non seulement les personnes à qui on demandait de participer à une recherche, ça c'est 47, non seulement les personnes qui sont soignées dans le cadre médical, mais elle a concerné les médecins aussi. Un désastre, encore un, avait amené à quelque chose qui à l'époque était considéré comme une révolution de l'éthique biomédicale, qui était la naissance de la Croix-Rouge. C'est la bataille de Solferino, c'est le désastre de la bataille de Solferino qui amène à la fondation de la Croix-Rouge avec une idée qui est qu'on soigne aussi bien son ennemi que son ami, et on soigne aussi bien les victimes civiles collatérales que ses soldats ou les soldats opposés. Et d'un seul coup, quelque chose qui pouvait sembler intrinsèque à la vocation médicale devenait, eh bien, tout le monde doit être soigné. Et puis petit à petit, une façon de réussir à soigner tout le monde, tous ceux qui souffrent, c'est lorsque la souffrance est provoquée par l'homme, par certains hommes, de se taire. Si vous protestez, vous risquez qu'on ne vous permette plus de soigner. Et donc la Croix-Rouge a petit à petit intégré l'idée qu'elle soignait tout le monde et partout, mais qu'elle ne disait rien sur ce qui causait la souffrance ou la mort des personnes. Comme vous le savez, à la fin des années 60, un certain nombre de médecins ont créé, là encore devant un désastre, pas par spécialement envie de bien faire, devant le génocide biafrais, à la fin des années 60, ont créé Médecins sans frontières. Et Médecins sans frontières, c'était l'idée qu'un médecin aussi a le droit de refuser son consentement devant une situation qu'il essaye de corriger, alors que ce sont des personnes qui créent la souffrance et la mort. Et donc ça a été à la fois une réponse et de nouveau un problème, parce que chaque réponse en éthique, comme en recherche, crée un nouveau problème et une nouvelle question en même temps qu'elle apporte une solution. Eh bien, le droit d'ingérence, le devoir de témoigner, s'accompagne évidemment du risque qu'on ne vous laisse plus soigner les personnes là où vous allez protester. Donc vous voyez que c'est réarticulé. Ce qui s'est passé, c'est une responsabilisation progressive de tous les acteurs. Aujourd'hui, c'est les chercheurs, dans d'autres contextes qu'on pourrait discuter. Et donc, c'est devenu une réflexion collective, y compris dans le petit monde, directement impliqué par les questions de recherche biomédicale et de médecine. Chacun est devenu un acteur. Au début, vous avez l'impression que c'est pour l'autre qu'il faut réfléchir, parce que c'est l'autre qui est dans le besoin, c'est l'autre qui est vulnérable. Et donc, le médecin ne réfléchit pas, parce que le médecin pense que tout va bien pour lui. Il réfléchit pour le patient, ce qui est bien. Et puis un jour, le médecin s'aperçoit que lui aussi, il doit se poser des questions. Lui aussi, les choses ne vont pas d'elles-mêmes. Et donc, petit à petit, vous avez une implication de tous les acteurs dans cette réflexion. Et ce qui est important, c'est que cette réflexion, encore une fois, pour moi, c'est exactement comme la recherche. La recherche ne s'arrête jamais. Elle fait de temps en temps des arrêts dans ce qu'elle inscrit et transcrit dans la réalité, mais elle ne s'arrête jamais. Et la réflexion éthique ne s'arrête jamais, parce que comme en recherche, encore une fois, toute solution, toute réponse est à la fois une solution et le début éventuel d'un nouveau questionnement, parce que la situation a changé, et que la réponse qu'on a apportée change la situation et fait surgir de nouvelles questions et de nouveaux problèmes. Et donc il y a une réflexion permanente. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le traduisait très bien en dehors même, je dirais, du contexte biomédical, qui est Paul Ricoeur, qui donnait une définition de l'éthique qui est la suivante, je trouve très belle, qui disait qu'on entre en éthique quand à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit. Et donc, de manière très intéressante, vous savez qu'on dit souvent que la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre.
comme si au fond la question des libertés c'était de délimiter son territoire de validité. Ce que dit Ricoeur, c'est que la liberté de l'un dépend de la liberté de l'autre. Et donc il inscrit d'une certaine façon la liberté dans l'idée de solidarité. C'est une démarche d'humilité qui est proche de la démarche éthique ou de ce qu'elle devrait être, parce que si je veux que tu sois libre, je ne connais rien de l'idée que tu te fais de la liberté. Et si tu veux que je sois libre, tu ne connais rien de l'idée que je me fais de la liberté. Et donc c'est à la fois une volonté, comme la volonté de la médecine de soulager la souffrance, et une écoute. C'est la volonté de se mettre en dialogue, c'est la volonté d'écouter. Et je crois que c'est inscrire la liberté dans la solidarité. Vous savez que souvent on a l'impression qu'on est dualiste, hein. On est des héritiers de Descartes dans beaucoup de domaines, et on a l'impression qu'on a le choix entre une solidarité dont le problème est qu'elle étouffe, ou au contraire une liberté dont le problème c'est qu'on dit vous êtes libre, faites ce que vous voulez, et on vous abandonne. Et comment articuler et conjuguer la liberté et la solidarité? Et cette approche de Ricoeur consiste à dire au fond qu'une vraie solidarité, c'est celle qui aide l'autre à être libre, qui ne lui demande pas de faire ce qu'on croit qui est bon pour l'autre et pour soi, mais qui est quelque chose d'émergent, dont on ne connaît pas à l'avance la réponse, qui est quelque chose qui doit s'inventer. Et je crois que dans l'articulation très complexe qui s'est faite, que j'ai rapidement évoquée, entre le choix libre et informé de la personne, le choix libre et informé du médecin, les comités d'éthique qui veillent à ce que cet exercice de la liberté soit accompagné par la collectivité et ne se déroule pas de manière sauvage, il y a l'essai pragmatique de construire quelque chose qui renvoie à cette idée d'une solidarité qui se construit par la liberté et le souhait de la liberté de chacun. Et donc on ne peut pas figer à l'avance, hein, puisque c'est quelque chose qui émerge et qui se construit. Il y a une question qui touche, ça dépasse le cadre de la biologie mais ça prend, et de la médecine, mais ça prend un reflet beaucoup plus aigu lorsqu'il s'agit de biologie ou de médecine. Il y a quelque chose qui est souvent considéré comme un problème éthique qui est prégnant. Hein. Il y avait dans le film « On a peur de la science ». Il y a quelque chose dans le progrès de la science. Et, des fois, on dit « s'il y avait moins de science, ça irait mieux ». Malheureusement, l'histoire nous montre que les sociétés qui sont fondées sur l'ignorance et qui ont refusé le progrès de la connaissance ont des désastres moraux qui sont au moins aussi importants que ceux qui encouragent la connaissance. Donc encore une fois, je crois que la connaissance est une valeur, l'information est une valeur, la question c'est ce qu'on en fait. Et c'est pas parce qu'on a moins de connaissances qu'on utilisera cette ignorance à améliorer le sien. La question c'est qu'est-ce qu'on fait d'une connaissance qui permet de changer un certain nombre de choses. Et je crois qu'il y a dans la science quelque chose, d'où cette peur de la démarche scientifique. Il y a quelque chose dans la science qui est intrinsèquement et nécessairement en partie déshumanisant ou réificateur. Je m'explique. Toutes les sciences, en tout cas toutes celles que je connais, expliquent, manipulent, prédisent d'autant mieux les objets qu'elles étudient, qu'elles en effacent une partie de la singularité. Et quand une science réussit à le faire très bien, elle réussit à en faire de la formalisation mathématique. Quand elle réussit à représenter comme des points dans un nuage ou sur une courbe ou des chiffres dans une équation les phénomènes qu'elle étudie, eh bien ça veut dire que sa puissance explicative, sa puissance prédictive est grande. Lorsque c'est des grains de sable ou des étoiles, ce que la physique fait assez bien, ou des atomes, c'est étonnant, c'est très surprenant, mais ça n'a pas quelque chose de très sidérant. Quand par contre, ce que la science met en équation, ou représente comme des points, c'est du vivant, c'est des particularités humaines, c'est le fonctionnement de notre cerveau, ou c'est nous-mêmes, hein, en santé publique. C'est quoi la santé publique? C'est des groupes de personnes qu'on traite, si on veut être efficace, comme des points sur une courbe. Ça a quelque chose de très... Comment est-ce que je peux dire? Ça nous donne une image de nous-mêmes qui est très étrangère à l'idée qu'on s'en fait. Et donc je crois qu'une des questions éthiques, c'est comment peut-on concilier cette volonté de connaissance qui, d'une certaine façon, désingularise, enlève ce qu'il y a d'unique, enlève ce qu'il y a d'exceptionnel dans chaque être humain et dans chaque composant du vivant, et en même temps vouloir respecter la liberté et la singularité de chacun. Il y a 80 ans, c'est une question qui, là encore, précède de très loin les développements technologiques de la biologie. Il y a 80 ans, un philosophe, Martin Buber,
écrivait dans un livre qui s'intitule « Je et tu », que le problème éthique majeur, disait-il, est que la science nous décrit quand elle s'occupe de nous, quand elle s'occupe d'êtres humains, comme des ils, des elles, ou des ceci ou cela, et que nous vivons tous les jours comme des jeux qui disent tu, à qui on dit tu, et qui construisent un nous. Et le problème éthique, disait-il, c'est comment faire en sorte que ce que nous apprenons sur nous en tant que il, elle, ceci ou cela, ne soit pas quelque chose qui nous appauvrisse, qui nous réduise, mais soit au contraire quelque chose qu'on peut mettre au service de ce qui le dépasse, c'est-à-dire le respect de la singularité de chacun. Et donc je crois que c'est une question, encore une fois, qui précède de très loin. C'est une question un peu comme ce que vous disiez au début, sur le regard. Comment est-ce que je me vois quand je me vois d'une façon qui est celle dont la science observe et comprend le monde? Et comment est-ce que cette vision peut m'appauvrir? Ça a été les dérives de l'eugénisme après la théorie de l'évolution, ou au contraire m'enrichir, si je considère que c'est quelque chose d'essentiel, mais ça n'est qu'une partie de ce qui le dépasse. Et donc le grand paradoxe de la réflexion éthique dans les sciences, c'est que, quand je vous disais tout à l'heure que c'est une démarche de respect et de transgression, c'est une démarche de profond respect pour la connaissance et ses applications, parce que s'il n'y avait pas de respect, pourquoi s'en préoccuper? Et c'est une démarche de transgression, parce qu'elle est en permanence en train de se dire que ce que nous apprenons sur le monde et sur nous-mêmes ne peut pas se substituer à ce que nous considérons comme étant l'essentiel de ce qui nous rend humains. D'une certaine façon, la notion d'égalité est fondée, et c'est pour ça que la science peut apparaître étrange parfois, la notion d'égalité est fondée sur une idée assez simple, qui est que, indépendamment de tout ce qu'on peut décrire, mesurer, comprendre d'une personne, il y a quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas compréhensible, et qui fait que chaque personne vaut une autre personne. On peut mesurer, comparer, mais ce que dit la notion d'égalité, c'est qu'on ne peut pas s'en servir pour hiérarchiser, pour classer, pour discriminer, pour exclure, parce que ce qui fait l'essentiel d'une personne, ce qui fonde ses droits, ce qui fonde le respect qu'on a pour elle, est plus que ce qu'on peut mesurer. Et donc, d'une certaine façon, la démarche éthique fonde à la fois l'importance de la connaissance, à condition qu'elle soit mise au service de ce qu'on pose par principe comme la dépassant. Et je crois qu'un grand nombre de dérives de la science, dérives de la biologie depuis le XIXe siècle, vient à ce qu'on a réduit des personnes à ce qu'on croyait pouvoir en mesurer et en comprendre. Et la question n'est pas tant est-ce que les mesures n'étaient pas bonnes ou est-ce que les mesures étaient inexactes, que le fait qu'on ait pris une grille de mesure et qu'on ait classé, hiérarchisé des personnes à partir de cette grille de mesure. En plus, à partir du moment où vous mesurez, quel que soit ce que vous mesurez, ça ne vous dit en rien ce que vous devez faire. Si je dis n'importe quoi, si une personne est plus petite qu'une autre, est-ce que ça veut dire que je dois la traiter différemment? Est-ce que ça veut dire que je dois la discriminer? Est-ce que ça veut dire que je dois au contraire l'aider? La science ne dit rien. La science dit elle est plus petite. Et toutes les dérives éthiques, morales, sociétales ont consisté non pas à donner une mesure, mais à tirer des conséquences de ces mesures en termes de conduite, de comportement et de valeurs humaines. L'évolutionniste Stephen Jay Gould a écrit un très très beau livre sur les dérives pré-années 40, entre le milieu la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, sur les dérives de ce qu'il a appelé la malmesure de l'homme. C'est-à-dire toutes les classifications, mesures de crâne, mesure de longueur d'avant-bras par rapport au bras, peser des cerveaux, mesurer les quotients intellectuels, etc., qui consistaient non pas à essayer de comprendre quelque chose, mais à instrumentaliser les personnes à partir de ce qu'on croyait avoir défini comme mesurant leur valeur essentielle. C'est de la biologie, c'est la malmesure de l'homme, avec deux idées. D'abord, rétrospectivement, ces mesures nous paraissent complètement grotesques d'un point de vue scientifique. Mais, je pourrais vous donner des exemples, mais la vraie question derrière, c'est est-ce que c'est que les mesures étaient grotesques ou est-ce que c'était l'idée qu'on pouvait, à partir de ces mesures, tirer des conclusions dans la façon de traiter des personnes? Et c'est ça le fond. Nos mesures à nous ne nous paraissent pas grotesques comme elles ne paraissaient pas grotesques à ceux qui les faisaient au début du XXe siècle. Il n'est pas évident que dans une cinquantaine d'années ou dans une soixantaine d'années, nos successeurs trouveront qu'un certain nombre de nos compréhensions du vivant et de l'humain
sont rétrospectivement grotesques. Ce que nous pouvons souhaiter, et je crois que c'est ça qui fonde la démarche éthique, c'est qu'ils ne trouvent pas grotesque l'utilisation que nous en avons fait en termes de respect des droits humains. Et donc, une démarche éthique ne souhaite pas que notre science soit forcément plus intelligente que celle d'il y a 20 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans, dans son interprétation de la nouveauté qu'elle découvre, mais qu'elle soit infiniment plus respectueuse des personnes dans ce qu'elle tire de ses connaissances et de ses applications d'une manière générale. Maintenant, un mot sur quelque chose qui me paraît important. C'est vrai que le Comité consultatif national d'éthique a été créé avec la volonté de réfléchir aux implications en termes humains que pourraient avoir les avancées dans les sciences du vivant et dans la médecine. C'est important les avancées, parce que comme je vous dis, les avancées étant souvent, quand elles sont vraiment importantes, François Jacob disait qu'on peut juger de l'importance d'une découverte au degré de surprise qu'elle crée. Quand quelque chose est vraiment surprenant, c'est que c'est vraiment nouveau, c'est que ça change vraiment notre regard. Et lorsque vous êtes surpris, vous êtes aussi un peu désarçonné. Et donc, la démarche éthique dit que c'est là qu'il faut commencer à réfléchir, à discuter, à s'interroger. Parce que c'est le moment, au fond, de fragilité maximale. Et donc, c'est bien de s'intéresser au nouveau. Mais ça peut, là encore, être l'arbre qui masque la forêt. Autrement dit, ça peut donner l'impression, souvent à tort, que quand c'est pas nouveau, nous l'utilisons au mieux du respect des personnes. Or, on peut très bien utiliser une découverte nouvelle en respectant parfaitement ceux au service desquels on la met, et ne pas du tout respecter les personnes vis-à-vis de découvertes qui sont beaucoup plus anciennes. Et donc je crois que la démarche éthique, si elle s'intéresse particulièrement au nouveau, doit sans cesse se réinterroger sur l'ancien, parce que l'ancien, dans un contexte différent, on peut s'apercevoir que ça pose des problèmes qu'on n'avait pas imaginés. Et donc je crois que ce qui est important, c'est non seulement, encore une fois, de se demander comment telle nouveauté ou tel nouveau regard va être utilisé, mais comment faisons-nous ? Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons, dans notre pays, nous sommes un des pays qui, dans un domaine fascinant, les grandes révolutions biologiques, il y en a beaucoup, mais je crois que les très grandes révolutions biologiques depuis 150 ans, c'est la théorie de l'évolution du vivant, c'est la génétique, la biologie moléculaire, l'épigénétique, et c'est les neurosciences, pour faire trois grands. Et les neurosciences sont en train de connaître un développement extraordinaire, qui pose des questions scientifiques, humaine, anthropologique, culturelle et éthique fascinante, ne serait-ce que pour une raison très jolie et très circulaire, qui est que la démarche neurobiologique essaye, ce qui est toujours fascinant, de comprendre les mécanismes mêmes qui conduisent à son développement. Cherchant à comprendre les déterminismes biologiques de la pensée, elle s'interroge sur les déterminismes biologiques de la pensée scientifique, mais elle s'interroge aussi sur les déterminants biologiques de la réflexion éthique. Et la réflexion éthique s'interroge sur les conclusions que pourrait tirer une science qui veut réduire notre construction d'un respect réciproque à des déterminants biologiques à l'intérieur du cerveau. Donc, vous voyez, c'est quelque chose où de manière très circulaire, très proche, il y a une réflexion intéressante. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il y a eu non seulement des avancées, on est un des pays pionniers dans les neurosciences, très grandes découvertes, de très grands chercheurs. On est pionnier aussi dans des applications technologiques dans le domaine des neurosciences. Vous savez peut-être que les implants intracérébraux qui permettent de traiter des dizaines de milliers de personnes maintenant de maladies de Parkinson sévères, qui sont résistants, qui ne peuvent pas être aidés par des médicaments, sont une invention française des années 80. Et donc on fait des choses tout à fait extraordinaires. Et d'un autre côté, et on s'interroge, et le Comité consultatif national d'éthique est saisi pour savoir si telle application nouvelle peut être envisagée, dans quelles conditions, pour qu'elle soit au bénéfice et avec le respect de la personne. Et dans le même temps, dans notre pays, lorsque nous sommes face à des personnes que les avancées de la neuroscience et de la neurologie aujourd'hui ne peuvent pas traiter, guérir, modifier, nous sommes un des pays dans lequel l'abandon des personnes en situation de handicap mental est le plus grand. Et donc une question éthique majeure me semble être non seulement comment faisons-nous en sorte que les avancées de la neurobiologie soient mises au service de la médecine de la manière la plus respectueuse, mais comment faire en sorte que lorsque nous ne pouvons pas corriger le fonctionnement du corps et du cerveau, eh bien nous considérions qu'il n'y a rien à faire. L'accompagnement non médical
des personnes en situation de handicap mental est un problème qui n'est pas un problème nouveau. Mais ce problème qui n'est pas nouveau a fait l'objet de très peu de réflexion et fait l'objet dans notre pays par rapport à d'autres pays européens d'un très grand abandon. Donc ce n'est pas parce qu'un problème est ancien en médecine ou dans la société qu'il faut considérer qu'il est réglé. Parfois il est d'autant moins réglé que ça fait très longtemps que personne ne s'en est occupé. Et donc je crois qu'il y a quelque chose qui doit aller au-delà de la démarche médicale. Si on peut aider une personne qui souffre d'un handicap mental ou psychiatrique par des avancées de la médecine, c'est remarquable. Mais si on ne peut pas le faire par les avancées de la médecine, c'est scandaleux de l'isoler, de l'abandonner ou de l'exclure. Alors vous savez que pour le handicap mental, comme pour un certain nombre de handicaps sensoriels et physiques, c'est plutôt de l'ordre de l'abandon ou de l'isolement. Pour la maladie psychiatrique grave, c'est pire, parce que les personnes atteintes font peur. Et donc vous savez peut-être qu'un grand nombre de personnes atteintes de maladies psychiatriques très graves sont dans la rue, parmi les 100 000 personnes dans la rue, et un nombre important, on a été très étonné quand on a fait l'avis il y a quelques années, santé et médecine en prison au comité consultatif national d'éthique, de nous apercevoir qu'un grand nombre de personnes atteintes de schizophrénie, de maladies psychiatriques extrêmement graves, étaient enfermées en prison, comme si le fait de les enfermer en prison, avec des conditions en plus de soins et de vie assez déplorables, qui sont celles de toutes les personnes en prison, pouvait les aider d'une quelconque manière. Et donc il est évident qu'on ne les enfermait pas pour les aider et les accompagner dans leur souffrance, mais pour s'en protéger, pour les isoler. Donc il y a quelque chose qui est important. Il ne faut pas créer de dissociation. Et je crois que ça vient aussi de quelque chose qui est une évolution de la médecine. Je vous parlais tout à l'heure de la science qui donne un regard, si on n'y fait pas attention et qu'on ne revient pas dessus, qui dans un premier temps peut être déshumanisant, et puis on revient dessus et on s'aperçoit que c'est très riche. Il y a quelque chose du même ordre dans la médecine. La médecine, je vous le disais au début, accompagnait, soulageait la souffrance en termes humains, mais était incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Et à partir du 19e siècle, elle a commencé à pouvoir modifier le fonctionnement du corps. Elle a commencé à pouvoir véritablement soulager la douleur. Et il s'est passé quelque chose de très drôle, très inquiétant. Au moment où la médecine sauvait des vies, réanimait, je vous rappelle que réanimer, ça se dit toujours en anglais resuscitation. Réanimer, c'est faire réintroduire l'âme dans le corps dont elle est disparue. En anglais, ça se dit ressusciter. C'était tellement surprenant que quelqu'un dont le cœur avait arrêté de battre et qui ne respirait plus revenait à la vie, que la question était au début, est-ce que la personne n'était pas morte et c'est pour ça qu'on a réussi à la faire continuer à vivre, ou est-ce qu'elle est morte et qu'on la refait vivre? C'est une question qui est complexe. Aujourd'hui, on dit elle n'est pas encore morte. Tant que vous pouvez faire vivre une personne, eh bien, c'est qu'elle n'est pas encore morte. Pourquoi? Parce qu'on a donné d'une certaine façon et d'une manière opérationnelle à la mort l'idée, la définition que la mort, c'est un état d'interruption de la vie dont personne ne peut changer quoi que ce soit. Et vous voyez, donc c'est une définition relative. Si demain on peut changer, eh bien, ça ne sera plus une condition de mort. Donc c'est une espèce de, je vais dire, c'est la collectivité de la médecine qui dit quand nous ne pouvons plus rien faire, eh bien, la personne est morte. Donc la médecine fait ce qui au début, même pour elle-même, est considéré comme un miracle. Et puis il se passe quelque chose dans les années 70 en Angleterre. Des médecins commencent, des femmes d'ailleurs essentiellement, commencent un mouvement qui va s'appeler le mouvement des soins palliatifs et qui va être considéré comme une révolution. Donc ça veut dire qu'en 1970, dans les années 70, quand on ne pouvait plus corriger l'état physiologique d'une personne, la remettre sur pied, la guérir, l'empêcher de disparaître, eh bien, on ne savait plus quoi faire, et donc on l'abandonnait. Et un peu de la même façon, dans un contexte tout à fait différent, où quand une personne est dans une situation de handicap et que la médecine ne peut pas corriger, on dit on ne peut rien faire. Et bien là, quand une personne était en fin de vie, et qu'on ne pouvait pas faire quelque chose qui lui permettait de vivre, on ne faisait rien. Et on s'est aperçu que ne rien faire, c'était ne pas soulager sa douleur, l'abandonner, ne pas l'accompagner. Et donc, une révolution de la médecine moderne a été de revenir à sa vocation originelle en disant, eh bien, il est de notre devoir, même lorsque l'on ne peut pas empêcher une personne de disparaître, de lui apporter tout l'accompagnement qu'on peut lui apporter. Et là encore, il ne s'agit pas de progrès technologiques extraordinaires, même si dans le domaine du soulagement de la douleur, il y a eu des progrès récents qui ont été faits. Donc d'une certaine façon, peut-être dans une société qui attache à juste titre une grande importance à l'efficacité,
Le paradoxe, c'est que quand on ne peut plus être efficace, on se sent démuni, on ne fait rien. Et donc, l'absence d'efficacité, l'absence d'espoir d'efficacité fait qu'on se retire. Et d'une certaine façon, la médecine et la société s'est retirée de toute une série de situations, considérant qu'elles n'étaient pas changeables. C'est vrai dans notre pays, c'est vrai dans le monde, quand on parle d'éthique, et d'éthique biomédicale, il est très difficile de penser que, je vous parlais de l'Europe tout à l'heure, mais de penser que ça se limite à notre pays. On s'est aperçu il y a quelques années que lorsqu'il y avait une recherche qui était conduite en France, mais c'est vrai dans tous les pays européens et une grande partie des pays riches du monde, lorsqu'elle était menée en France, comme je vous dis, depuis 1988, il y a des comités de protection de la personne qui regardent si véritablement les choses sont faites dans le meilleur respect, le meilleur critère scientifique et le meilleur respect de la personne. Et on s'est aperçu que quand ces recherches étaient faites par des équipes françaises ou par des équipes européennes, dans des pays pauvres d'Afrique, d'Asie, il n'y avait pas d'examen éthique. Et donc, implicitement, sans l'avoir voulu, il y avait deux façons de traiter les personnes qui participaient à la recherche. Si elles étaient sur notre territoire, on leur apportait toutes les garanties. Si elles étaient ailleurs, qu'elles se débrouillent. Et s'il n'y a pas d'instance sur place qui le fait, eh bien personne ne le fera. Et donc, on ne peut pas concevoir, j'allais dire, une approche en éthique et en médecine qui soit focalisée uniquement sur ce que nous faisons sur tel territoire. Et quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, là encore, sans recourir à des innovations, je dirais que là, le scandale éthique n'est pas dans les risques d'utilisation de techniques nouvelles à mauvais escient, elle est dans le défaut d'utilisation de ce qui existe. Je vais vous donner un exemple. L'Organisation mondiale de la santé dit depuis plusieurs années qu'il y a 2 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année dans le monde de pneumonie. Ça fait 5000 par jour en moyenne. Pour vous donner une idée, on a énormément parlé de la pandémie grippale récente. Elle a, semble-t-il, entraîné la mort dans le monde de 12 000 à 15 000 personnes. C'est-à-dire autant d'enfants de moins de 5 ans meurent en 3 jours, tous les 3 jours, depuis des années. Mais dans une indifférence générale. Nous avons les médicaments, ce que l'OMS dit depuis plusieurs années, nous avons les médicaments et les vaccins qui permettent de traiter ces enfants. Mais ça ne se fait pas. Il y a 2 millions de personnes, même nombre à peu près, qui meurent chaque année dans le monde de sida. Nous avons les médicaments au niveau international qui permettent de les empêcher de mourir. Donc, si vous voulez, là où nous nous inquiétons à juste titre de ce que les progrès de la science pourraient amener comme désastre si on n'y veillait pas, et il faut y veiller, nous sommes relativement indifférents au fait que le non-accès aux progrès de la science, certains récents et certains anciens, est un problème éthique majeur au niveau international. Et je ne vous parle pas des études qui indiquent que 200 millions d'enfants de moins de 5 ans n'auront pas un développement mental normal à cause de la pollution, des maladies infectieuses et de la malnutrition. Je ne vous parle pas du milliard de personnes qui souffrent des maladies de la faim. Et là encore, c'est une question éthique. L'économiste Amartya Sen, ses premiers travaux, il y a plusieurs dizaines d'années, portaient sur les famines dans son pays natal, le Bangladesh en Inde. Et il avait montré que les famines, la plupart des famines dans le monde, contrairement à ce qu'on croyait à l'époque, n'étaient pas dues à une absence de production suffisante de nourriture, mais à un défaut de distribution qui faisait qu'un certain nombre de personnes n'y avaient pas accès, et c'est ces personnes qui mouraient. D'où la proposition qu'il a faite il y a un certain temps de dire que le meilleur moyen de prévenir les famines, c'était la démocratie et le respect des droits de l'homme. Et donc vous voyez que devant quelque chose qui nous paraît technique, touché à l'agriculture, touché aux ressources naturelles, eh bien, dans la quasi-totalité des cas, c'est une question de comportement humain, c'est donc une question éthique au sens général, c'est une question d'éthique économique, sociale et politique qui fait qu'il y a ou pas famine. Donc je crois que dans tous ces domaines, ce que je vous dis est intéressant parce que la biologie et la médecine, comme toutes les activités humaines, croisent l'économie, c'est évident. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'instance de réflexion éthique dans un domaine qui pourtant nous touche quotidiennement au niveau de notre pays, au niveau international, qui est l'économie.
il y a une recherche scientifique, comme il y en a en physique et en biologie, il n'y a pas de réflexion éthique. Et donc je crois que là encore, le fait que la démarche biomédicale a considéré que là où au fond la vocation c'est d'aider l'autre, c'est de soulager la souffrance, il faut une réflexion, parce qu'il ne suffit pas de dire je vais faire le bien pour que ça vienne automatiquement, il faut s'interroger. Je crois que dans d'autres domaines de la vie où c'est pas évident que le souci principal soit de vouloir faire le bien de l'autre, peut-être qu'on pourrait, là encore, adopter ce mode de réflexion et penser qu'une réflexion transdisciplinaire qui vise à accorder les connaissances, les pratiques et le respect des droits de la personne vaudrait pour beaucoup d'activités qui touchent à la société et qui touchent aux individus. Ce que je voulais vous dire, c'est que des problèmes médicaux, mourir de famine, c'est un problème médical. Vous voyez la multiplicité, on peut considérer encore une fois que c'est un problème d'agriculture, que c'est un problème de médecine, que c'est un problème économique. Il se trouve que c'est le plus souvent un problème de respect des droits fondamentaux. On est très ému à juste titre par des catastrophes naturelles. Je vous rappelle qu'aucune des catastrophes naturelles qui nous bouleversent ne tue et n'entraîne de mort dans une dimension qui soit en rien comparable à ce que je vous disais sur ces 2 millions de personnes qui meurent chaque année de sida ou de pneumonie quand ils ont moins de 5 ans. Je ne vous ai pas parlé des 2 millions de personnes qui meurent chaque année de tuberculose. Les catastrophes, même terribles, entraînent la mort d'un nombre beaucoup plus petit des personnes. Mais comme c'est soudain, hein, c'est ce qu'on appelle les catastrophes silencieuses ou invisibles. Parce que quand vous avez un grand nombre de gens qui meurent chaque jour, ça n'a pas cet effet sidérant. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que dans ces catastrophes, qu'il s'agisse de catastrophes climatiques, comme l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, qu'il s'agisse de tremblements de terre comme à Haïti, ou qu'il s'agisse de la canicule dans notre pays, ne touche pas n'importe qui. Elle touche en général des personnes qui sont déjà, avant que la catastrophe ne survienne, les plus vulnérables et les plus fragiles. Et donc, l'idée que si on veut éviter qu'un tremblement de terre au Chili, heureusement, n'entraîne la mort que de peu de personnes quand il est de magnitude plus forte qu'Haïti, si on veut éviter ce genre de catastrophe, bien sûr, on peut prévoir et empêcher l'événement qui va le causer, mais une autre façon de le faire, c'est de rendre plus robustes les personnes qui sont les plus fragiles. Et une bonne façon de prévenir ces catastrophes qui touchent les personnes les plus vulnérables, eh bien, c'est de s'occuper des personnes vulnérables avant qu'elles ne soient touchées. Je vous rappelle, j'ai toujours trouvé ça très frappant, vous savez que quand il fait chaud, c'était le cas de la canicule, il y a 2 populations qui sont particulièrement fragiles et touchées, les personnes âgées et les nourrissons. Aucun nourrisson n'est mort pendant la canicule, tout simplement parce qu'on s'en occupait. Les personnes âgées qui sont mortes étaient des personnes qui étaient relativement désinsérées. Sont-elles mortes de chaleur ou sont-elles mortes d'abandon social? Et vous voyez que suivant la façon dont vous posez une question qui a l'air médicale, on a fait des plans canicule, ce qui est bien, pour qu'en période de grande chaleur, des personnes âgées ne se retrouvent pas dans des états de déshydratation graves. On aurait pu faire un plan insertion sociale des personnes âgées vulnérables. Ça les aurait non seulement protégées de la chaleur, mais ça les aurait protégées de toutes les autres catastrophes qui peuvent survenir, et ça aurait probablement augmenté leur état de bien-être. Donc vous voyez qu'à trop se focaliser sur une question, que ça soit ce que je vous disais tout à l'heure en matière de technique et de développement technique, ou que ça soit de prendre ce qui nous a le plus frappé dans quelque chose que nous ressentons comme un problème éthique ou comme quelque chose de tragique, il y a parfois, là encore, quelque chose qui fait l'économie de se reposer les questions dans un contexte plus large, hein, et qui touche la manière dont nous vivons ensemble. Un dernier point, on a souvent l'impression, là encore, il y a des choses qui sont anciennes, je vous parlais de Darwin tout à l'heure, il y a des choses qui sont anciennes et qui touchent vulnérabilité, maladie, handicap, mort prématurée. Très ancienne, 1850. Le développement des statistiques, début du 19e siècle, 1850 en France, quelqu'un qui s'appelle Villormet fait un très très beau travail épidémiologique et trouve, par les tables statistiques, une relation entre pauvreté, mort précoce, maladie. Chadwick, qui est un épidémiologiste anglais, un statisticien anglais, fait la même corrélation à l'époque en Angleterre, et puis il y en a un troisième qui fait la même corrélation en
d'Amérique. Et c'est la première fois qu'on voit qu'il y a une corrélation entre maladie, pauvreté et mort prématurée. Il y a deux interprétations qui sont faites. Chadwick, en Angleterre, dit « c'est parce que quand les gens sont malades, ou qu'ils ont un handicap, ils ont eu un accident du travail, ils ont eu un accident de circulation, eh bien, ils ont plus de mal à assurer leur bien-être économique. » Et je vous rappelle que c'est une époque où il n'y a pas d'assurance maladie et où il n'y a pas de prise en charge sociétale. Donc, ils ont moins d'argent. Et donc, c'est parce qu'ils sont malades ou handicapés qu'ils deviennent pauvres et qu'ils meurent plus tôt. Et c'est vrai. C'est vrai que la maladie et le handicap, d'un point de vue économique, se traduit souvent par un appauvrissement et voire une précarité. Villormet fait l'hypothèse inverse. Il dit la pauvreté, la précarité rend malade et expose à la mort prématurée. Et en fait, les deux sont vrais. Mais cette dimension est toujours très difficile à voir, comme si c'était quelque chose qu'on savait, mais qu'on mettait de côté. Donc ça, c'est 1850. Depuis 1850, on sait par exemple que dans notre pays, c'est toujours rétrospectif les statistiques, quand on parle de l'avenir en statistique, ça veut dire qu'on extrapole à partir du passé. C'est souvent quelque chose aussi qui pose un problème éthique majeur. Vous croyez qu'on vous prédit votre avenir, comme si une science quelconque, voire quand elle est nouvelle, on y croit encore plus, avait une boule de cristal qui permettait de voir demain. Une science ne prédit jamais l'avenir, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Elle extrapole à partir de ce qui a été appris du passé, en disant si les conditions ne changent pas, eh bien la même chose se produira. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le problème de la prédiction, c'est que si les conditions changent, si l'environnement change, les mêmes causes ne produiront pas obligatoirement les mêmes effets, voire des effets très différents, s'il y a une sensibilité aux conditions initiales. Le deuxième aspect qu'on oublie souvent, c'est que dans la quasi-totalité des cas, sauf en cas de catastrophe absolument majeure qui contraint la situation, les prédictions sont probabilistes. Donc on ne prédit pas l'avenir d'une personne, on range la personne dans un groupe de personnes semblables pour cette caractéristique, comme je vous dis, on efface les singularités, et on dit voilà, dans ce groupe de 100 personnes, 80, ce que le passé nous a appris, c'est que 80 ont eu tel avenir. Donc on pense qu'ils l'auront, mais on ne sait pas du tout lesquels. On range dans un groupe, et là-dedans, il y en a, si c'est 80 qui auront tel avenir, plutôt qu'ils l'ont eu, et 20 qui auront un autre. Donc les prédictions sont probabilistes et sont toujours une extrapolation du passé. Mais pourquoi je disais ça? Parce que dans notre pays, toutes les statistiques indiquent qu'un ouvrier âgé de 35 ans a une espérance de vie de 7 ans inférieure à un cadre du même âge. Est-ce que c'est un problème biologique? Est-ce que c'est un problème qui nécessite une analyse fine de la biologie? Est-ce que c'est un problème médical ou est-ce que c'est un problème sociétal? Il y a des travaux beaucoup plus fins qui sont réalisés depuis des dizaines d'années en Angleterre, qui est un pays où l'épidémiologie est beaucoup plus développée que chez nous, et qui indiquent, qui sont des cohortes qui ont été suivies pendant des dizaines d'années sur des milliers de personnes, et qui indiquent que dans les administrations anglaises, personne n'est extrêmement riche en haut de l'administration et personne n'est dans un état de pauvreté énorme en bas. Et dans les administrations anglaises, il y a un gradient. C'est-à-dire que si vous descendez les échelons hiérarchiques, l'espérance de vie diminue quand vous les descendez. Et c'est très robuste parce qu'il y a des facteurs d'espérance de vie qui sont liés indirectement à des niveaux socio-économiques. Et donc ce qu'ont fait ces études, c'est d'éliminer des facteurs dont on sait qu'ils jouent un rôle important dans la mortalité prématurée, le tabagisme, l'alcoolisme, l'hypertension, l'obésité. Et quand on retire ces facteurs, on continue à avoir cette corrélation. Et ce que pensent ces chercheurs, ils travaillent dessus, mais ça c'est une hypothèse biologique, médicale, c'est qu'une forme de stress chronique dans les relations quotidiennes, au travail et en dehors, va au bout de quelques dizaines d'années se traduire dans un différentiel d'espérance de vie. C'est un problème biologique fascinant. Est-ce que c'est un problème essentiellement biologique ou est-ce que la leçon à tirer, c'est pas la façon dont les relations se construisent à l'intérieur d'une administration ont bizarrement des conséquences apparemment en termes de santé, de maladie, de vie et de mort. D'autres études indiquent, vous savez qu'on est inquiet à juste titre des maladies neurodégénératives qui augmentent avec l'âge. D'autres études anglaises indiquent, là encore c'est des milliers de personnes qui ont été suivies, ce sont des corrélations, c'est pas des relations de cause à effet qui ont été montrées, c'est pas une expérimentation, c'est des corrélations, qu'il y a un différentiel de 15 ans dans la survenue chez des personnes âgées de l'invalidité et de la perte des fonctions cognitives, une différence de 15 ans qui peut être corrélée à des facteurs socio-économiques, affectifs
qui ont lieu à l'âge de 20 ans. Comme si on pouvait retrouver des choses qui permettaient de séparer ces groupes et de dire que la richesse de la vie affective, une certaine richesse de la vie intellectuelle et une certaine possibilité de s'exprimer dans un certain nombre de domaines se traduit, c'est de la corrélation, par ce type de différentiel des dizaines d'années plus tard. Donc il y a aussi quelque chose dans la réflexion éthique, et vous voyez que là on n'est pas du tout dans l'utilisation de techniques nouvelles, on est dans une question très différente. Est-ce que la façon dont nous construisons notre société n'a pas des conséquences en termes de santé, de maladie, de vie et de mort qui nécessitent une réflexion éthique, indépendamment des réflexions qui peuvent être faites dans d'autres domaines? Est-ce que la meilleure façon d'aborder ce problème, c'est de l'aborder d'un point de vue médical ou biologique, ou est-ce que c'est de l'aborder autrement? Et donc je crois que la réflexion éthique ne peut pas se cantonner à des questions qui touchent spécifiquement des avancées de la biologie. Elle ne peut pas se contenter de questions qui touchent à l'exploration de l'intérieur des corps si elle ne s'intéresse pas aux questions qui touchent la manière dont nous établissons nos rapports humains et les conséquences que ça peut avoir aussi en termes de santé. Donc vous voyez que ce que j'appelais au début le respect des droits de la personne, la sensation de bien-être qui est la santé et la réflexion éthique dans ces domaines sont très liés et dépassent rapidement le champ étroit de la biologie et de la médecine. Quand nous avons rendu un avis il y a quelques années sur situation des personnes, enfants et adultes atteints d'autisme en France, nous avons constaté que la situation était par rapport à d'autres pays européens et d'autres pays dans le monde désastreuse, d'un point de vue, à tous les points de vue et d'un point de vue éthique et sociétal. L'essentiel de notre avis est rapidement dérivé d'une approche neurobiologique, d'une approche médicale, à véritablement une approche sociétale. Comment une société devrait se comporter avec des personnes qui, paradoxalement, sont exclues du fait même qu'elles sont vulnérables. Vous pouvez exclure des personnes, vous pouvez avoir des personnes vulnérables, mais quand la raison de l'exclusion est la vulnérabilité, c'est quelque chose qui, d'un point de vue éthique, représente la situation la plus choquante. Nous avions conclu cet avis en disant qu'une société qui exclut les personnes les plus vulnérables en raison de leur vulnérabilité est une société qui perd son humanité. Vous voyez que l'interrogation, au fond, je crois, elle vise toujours à essayer de replacer ce que les connaissances nous ont apporté dans un contexte qui est celui du respect de la personne. Et c'est pour ça que, c'était dit aussi, je crois que c'était Axel Kahn qui faisait allusion, que le caractère transdisciplinaire d'une réflexion éthique dans le domaine biomédical a pour moi quelque chose aussi d'important et d'emblématique. Depuis 1947, on considère, depuis le Code Nuremberg, qu'un comité d'éthique n'est légitime que, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il est indépendant et que s'il est transdisciplinaire, c'est-à-dire s'il dépasse l'expertise dans un domaine particulier. Et donc, intentionnellement, on considère, si vous avez un comité d'éthique qui ne comporte par exemple que des biologistes et des médecins, y compris les plus compétents, on considérera au niveau international qu'il est intéressant comme comité d'experts, mais qu'il n'a aucune légitimité en tant que comité d'éthique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on considère que pour les questions qui nous semblent les plus importantes, quand elles touchent à la médecine, à la biologie, à la santé, à la maladie, eh bien c'est quand on dépasse l'expertise qu'on peut espérer trouver la meilleure réponse possible. L'expertise est essentielle. Si vous avez un comité dans lequel ou une instance manque ceux qui ont la connaissance des problèmes médicaux et biologiques, il perd là encore toute légitimité. Mais cette connaissance qui est indispensable, encore une fois, n'a de valeur que si elle est mise au service de ce qui la dépasse. Et le seul moyen, l'un des moyens de garantir que ça puisse être tenté, c'est d'inclure des personnes qui justement n'ont pas de compétences particulières dans cette approche, dont l'angle de vision est différent, parce que la personne est philosophe, anthropologue, sociologue, juriste, et dans beaucoup d'instances éthiques, parce que la personne a été choisie simplement parce qu'elle est une personne. C'est ce qu'on appelle les laypersons dans les comités d'éthique, en particulier anglo-saxons. On a choisi quelqu'un parce que justement, cette personne n'a aucune compétence particulière et qu'on pense que c'est important que des personnes qui n'ont pas de compétences particulières apportent leur regard. Vous voyez, il y a cette idée que seul un regard croisé, qui regarde les choses de plusieurs angles, avec comme véritable but le respect
des personnes est susceptible de mettre les connaissances au service de la personne. Parce qu'il y a une tentation évidente. Si vous êtes celui qui produit les connaissances, ou si vous faites partie de la discipline, vous avez du mal à penser que ça ne puisse pas être pour le bien des gens, surtout quand dans un domaine comme la biologie et la médecine. Et donc vous êtes dans une espèce de conflit d'intérêts, vous avez du mal à prendre du recul. Mais si vous vous associez intimement avec des personnes qui n'ont pas du tout cette vision, eh bien elles vous aident, vous y compris, à prendre ce recul. Et donc il y a cette idée, je crois, qui au fond renvoie un peu à ce qu'exprime pour moi cette phrase de Ricoeur, hein, que la liberté de l'autre soit. Pour moi, c'est une vision de la liberté qui pourrait presque se substituer à notre devise, liberté, égalité, fraternité. Elle pose la liberté comme essentielle, elle pose l'égalité puisqu'elle considère que la liberté de l'autre est aussi importante que la mienne, et elle pose la fraternité parce qu'elle pose la volonté que l'autre soit libre aussi. Donc c'est une conception de la liberté qui me paraît une conception intéressante. Et je crois que ça renvoie, et cette construction qui s'est faite spontanément, sans que ça soit explicite, transdisciplinaire ou au-delà du disciplinaire, dans les instances de réflexion éthique, c'est de l'ordre de la démocratie. Quand vous regardez la démocratie, c'est quoi? C'est de penser que lorsqu'un problème est vraiment important, vraiment complexe, que c'est un jeu important, eh bien, il vaut mieux que d'autres personnes, que simplement ceux qui sont les plus experts, y réfléchissent, que cette réflexion soit la plus large possible et qu'elle aboutisse au choix dont chacun espère qu'il sera le meilleur. Il y a toujours la tentation de remplacer la démocratie par un gouvernement d'experts. C'est pas que les experts sont moins experts qu'une population, ils sont toujours plus experts qu'une population. C'est qu'il manque peut-être cette dimension essentielle qu'ont senti les instances éthiques de dépasser la dimension d'expertise en lui donnant sa juste valeur, mais comme point de départ et pas comme point d'arrivée. Merci beaucoup.